Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent, l'émission qui crée le lien. C'est excellent d'ailleurs de vous retrouver au rendez-vous, comme tous les dimanches sur Sud Radio. Il a gagné le cœur des Français en incarnant depuis des décennies une multitude de rôles, des planches au petit écran et aux salles obscures. Daniel Russo est un comédien qui aime la polyvalence, cela va de soi, et d'ailleurs il l'aime tant que le voilà metteur en scène de lui-même et de son comparse Philippe Lelièvre dans la toute dernière pièce de Flavia Coste, Borderline, entre parenthèses qui n'a pas rêvé de quitter son psy, au Théâtre de Passy à Paris. Daniel Russo, vous allez nous en dire plus sur ce que ça fait justement de passer à la mise en scène évidemment, et puis sur le bonjour, comment. Bonjour. Et bien justement, j'allais vous le dire, bienvenue sur Sud Radio. Et c'était commence de ce nouveau chemin. Et puis vous le savez chers auditeurs, c'est excellent, c'est la voix des créateurs français, tous styles confondus. Alors son nom résonne dans le monde de l'immobilier commercial en France. Le dirigeant fondateur de la Tour Imo, David Giamy, a créé l'une des entreprises les plus énergiques, je vais y arriver, du secteur. Sa carrière est marquée par sa vision stratégique audacieuse et un engagement indéfectible envers la durabilité, notamment l'innovation aussi. Il vient partager tout cela avec vous, chers auditeurs, et plus encore en l'expert. Bienvenue sur Sud Radio, David Giamy. Merci Judith, bonjour. Bonjour, avec plaisir. Bonjour, et vous, chers auditeurs, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Alors Daniel Russo, bonjour. Oh, on est là, bien, on peut vraiment le dire, là, ça y est. Oui, c'est bien, ça y est. Alors je le disais à l'instant, vous êtes à l'affiche d'une pièce de Flavia Coste, la toute nouvelle pièce que vous mettez vous-même en scène, Borderline, au Théâtre de Passy à Paris. Alors je dis le pitch un petit peu pour les auditeurs en 2 secondes. C'est un fou qui tente de faire admettre à son psychiatre qu'il est guéri, qu'il n'a donc plus besoin de ses services, mais ce dernier n'en est pas convaincu et va essayer de lui faire entendre raison, qui est le chat, qui est la souris et qui va remporter la partie. Alors Daniel Russo, d'ailleurs, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène ? Alors, d'abord, c'est Flavia Coste qui m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, je viens de finir une pièce. Je pense que ça peut te plaire. Si ça te plaît, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, carte blanche, quoi. Oui. Alors, vous connaissiez déjà, parce que vous avez oui. bossé sur Alors on s'aime. Alors on s'aime, j'ai déjà joué une de ses pièces. Et Le Lièvre a déjà joué aussi une de ses pièces. Bien sûr. C'est ce qui est extraordinaire. Voilà. Et j'ai adoré la pièce. Et je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, j'ai envie de tout faire. D'accord. J'ai envie de m'occuper de tout. Voilà, de réunir une équipe pour la musique, les costumes, tout. Je veux tout faire. Elle m'a dit, allons-y, on y va. Et c'était votre première fois, ça, c'est votre première mise en scène Non, j'avais déjà touché. Oui, bien sûr. Mais là, je veux dire, aussi globalement, quoi. C'est un vrai élan, un coup de cœur. C'est vraiment le coup de cœur. Et c'est le texte qui vous a donné le texte, la pièce est complètement dingue. C'est très rare d'avoir une pièce qui démarre comme ça et qui n'arrête pas de monter. Quand j'étais en train de la lire, je me dis mais elle va s'arrêter ou elle va pas aller jusque là. Mais si, elle y va. C'est ce que les gens nous disent d'ailleurs le soir. C'est l'audace, quoi. En disant mais vous allez très loin, quoi. Ouais. Bien sûr, ça va très loin. Ouais. Et bien donc sûr. c'est ça peut-être aussi qui fait le côté comique des situations, c'est le fait de pas hésiter, quoi. Ah bien sûr, et on s'en moque pas, parce que c'est vrai que tu vas chez ton psy, c'est que t'as des problèmes, mais là il vaut mieux en rire. Ouais, il vaut mieux en rire, bien sûr, mais les gens rigolent beaucoup. Alors vous avez un double rôle, on l'a dit, le fauteuil de celui qui observe, le metteur en scène, et puis vous montez sur scène aussi. Alors comment est-ce que vous faites pour vous mettre en scène Non mais c'est bien, moi c'est très facile parce que ça me permet de mettre le rythme que j'ai envie d'y mettre, parce que je suis un fou de ça. Dans une pièce, j'ai eu des maîtres, j'ai eu Jacques Fabry, j'ai eu Jean Le Poulain, j'ai eu Michel Roux, Michel Serrault, quand il me parlait en me disant n'oublie jamais que le public, c'est lui qui décide. C'est le partenaire final et c'est lui qui donne le rythme. Il faut être à l'écoute du public. Et ça, c'est très important. Je pense que il peut y avoir un rire un peu plus long, il faut prendre dans la vague du rire. Ils m'ont appris ça. Moi, je me souviens quand j'étais dans la compagnie Jacques Fabry, qu'est-ce que je me faisais engueuler. Moi, je sortais du conservatoire. Alors, j'étais tout fou. Bien sûr, il me dit, mais tu vas t'arrêter. Est-ce que tu vas t'arrêter? On va parler après. Alors, qu'est-ce qu'il m'a engueulé? Mais merci, il m'a appris le métier. Merci. Bien sûr. Et alors, finalement, pour apprendre ce métier-là, il faut des mentors, quoi. Mais bien sûr, moi, quand j'ai joué avec Michel Roux, c'était une horlogerie suisse, mais c'était un truc de fou, à la seconde. Et alors, si jamais un effet ne se faisait pas, parce que d'un seul coup, tu avais attendu un petit peu, oh le regard, là, d'un seul coup, tu te dis, mais bon, il avait même pas besoin de me parler, je savais très bien que j'avais fait une erreur. Mais c'est génial parce que ils m'ont appris le métier, quoi. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Mais bien sûr, absolument. Et alors,
le psy dans Borderline, il lui dit tout de même à ce fou qui est Philippe Lelièvre, non, vous n'allez pas mieux en ce moment, pas en ce moment. Et alors on se demande qui est le fou en fait, c'est un peu le psy aussi. Disons que le psy, on croit toujours que le psy est invulnérable, mais il a ses problèmes. Et c'est ce qu'on va montrer dans la pièce. Normalement, ce soir-là, il doit fêter ses 20 ans de mariage avec sa femme. Mais il a quand même accepté ce patient qui, depuis des années, il le soigne, il lui tient la tête hors de l'eau depuis des années et qui veut pas le lâcher, quoi. Et le fait que le gars arrive en disant, voilà, je suis guéri, tout ça, il sait très bien qu'il va à la catastrophe. Donc il va tout faire pour le retenir. Et il y a sa femme qui, de l'autre côté, l'attend au restaurant. C'est une situation un petit peu délicate, quand même. C'est un peu absurde aussi comme situation. Est-ce que c'est pas ça qui fait rire? C'est l'absurde. Mais les gens s'amusent beaucoup avec ça parce que c'est vrai que le patient il est quand même limite bord cadre, mais le psy commence un petit peu à être limite bord cadre aussi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas ça finalement en général dans la vie? Est-ce que c'est pas une métaphore globalement de là où on se tient tous au bord de la falaise finalement? Mais évidemment, c'est drôle parce qu'il y a une dame qui m'attendait hier soir et elle me dit, vous savez, voir un psy qui pète les plombs, qu'est-ce que ça fait du bien? J'adore. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous avez déjà été voir un psy? Elle me fait, oui. Et on sent qu'elle a dû souffrir. Ouais. Alors David Jamy, je ne sais pas si vous êtes vous-même passé par le cabinet d'un psy, c'est pas le sujet, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous eu ce genre de moment où on se demande si on n'est pas un peu fou, justement vous, par exemple, quand vous avez monté votre boîte au départ, ou certains moments dans votre vie? Alors, moi j'ai connu pas mal de crises, et en période de crise, souvent, comme on va suivre très bientôt, on a besoin d'être quelque part. Nous, on nous considère comme des psychologues de l'immobilier. C'est qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Un psy, je sais pas, je sais pas si dans la pièce que vous représentez, Daniel, un psy a besoin de lui-même d'être psychanalysé, non? D'être suivi par quelqu'un, je pense. Ils sont passés sur le divan, non? Avant. Non, Avant le mien, oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas vrai pour tous les psys? Parce que finalement, pour devenir psy, il faut quand même être passé par le divan. Oui, non, mais minimum, bien sûr. Non, mais c'est un choix de métier particulier, quoi. Totalement, parce que tu rentres dans la vie de quelqu'un, quoi, et tu l'accompagnes. C'est ce que vous faites aussi, vous, David Jamy, vous rentrez dans la vie des gens, quoi. Mais c'est ça. Ouais. On accompagne des gens du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que notre activité consiste à louer des commerces, à aller accompagner les clients dans le fait de leur présenter différents partenaires avec lesquels on travaille, aussi bien dans les travaux que le suivi leur présenter différentes activités au cours de leur aménagement des locaux. Voilà. Par la suite, on gère des locaux, on expertise, qu'on peut remettre à la vente, etc., etc. Et on rentre en fait au cœur de l'intime, et on rentre aussi au cœur de l'intime même de son public, finalement, aussi Daniel Russo, quand ce que vous disiez, le rapport au public, il faut l'écouter, donc en fait pour l'écouter, il faut être attentif, quoi. Un peu comme un psy aussi, finalement. Ah non, mais totalement, bien sûr. Le public, c'est le dernier partenaire, on en a besoin d'ailleurs. Quand on répète une pièce, il y a un moment... On en a vraiment besoin. On a besoin de ça. Parce qu'on répète, d'accord, mais on a besoin de la réaction, on a besoin de ce rythme-là que le public va donner sur les rires. Parce que là, il faut respecter tout ça. Et là, je suis content. Je suis content parce qu'on avait à peu près prévu ce qui allait se passer, mais là, en mieux. Et donc, c'est génial. Donc, l'accueil est chaleureux. Ah oui, c'est vraiment bien. Est-ce que, alors, le rire, il varie en fonction des soirs. Donc, il faut vous réadapter tous les soirs, en fait. Ah, mais on n'a jamais le même public et on ne joue jamais de la même manière. Bien sûr. Il n'y a que les placements, etc. qui ne changent pas, mais l'intention... J'ai eu des problèmes avec certains comédiens qui, d'un seul coup, ont une partition. Ils la jouent quoi qu'il arrive, qu'il y a un rire un peu long, ils vont quand même parler sur le rire. Ce qui fait que tu es dans la salle, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il a dit, je n'ai pas entendu l'autre. Et là, tu perds. Non, là, ça me rend fou. Voilà, là, c'est là où je peux avoir des problèmes. Ils n'ont pas eu les mêmes mentors que vous. Non, voilà, je peux avoir des problèmes avec certains comédiens. Vous êtes comment en tant que metteur en scène? Vous êtes très directif? Non, justement, j'aime pas les chefs, les petits chefs, j'aime pas ça. Et là, je travaille avec un magnifique comédien qui est Philippe Lelièvre. Et vous connaissez bien déjà. Non, puis c'est pas ça, c'est qu'il m'a fait une réflexion. Il m'a dit, tu sais, je suis content qu'on travaille ensemble parce que tu vas pas au résultat. Ben non, je vais pas au résultat tout de suite. On cherche. Voilà, tout doucement, tranquillement. Il arrive quand le résultat? On se conduit au fur et à mesure des répétitions. Et pourtant, c'est du direct.
Hein? Et pourtant, c'est du direct. Et pourtant, c'est du direct. Mais vraiment, on a bien travaillé. Et là, je suis content parce que l'accueil tel qu'on l'a, c'est par rapport à notre travail, quoi. Vraiment. Là, je suis fou de joie, vraiment. Et est-ce qu'il y a quand même des endroits où vous savez que quoi qu'il arrive, ça fonctionne dans le texte, le Ah rire, ouais, ça c'est sûr, voilà. Bien sûr. Donc, il y a des valeurs sûres qui vous permettent quand même de... Absolument. Et puis après, moi, je mettre travaille. une certaine signalétique, quoi. Je travaille toujours sur la pièce tous les soirs, quoi qu'il arrive. D'accord. Par exemple, pour Toc Toc, à la 700e, au bout de 2 ans et demi. Le texte évolue encore. Non, il y a un truc où il riait pas. Et j'ai dit à Laurent Baffy, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont jamais ri là. Là. Alors, il s'est mis sur le texte, il m'a bidouillé un truc, en enlevant un mot. J'ai dit, il y a une longueur, il y a un truc. Et là, il réécrit le truc. Et là, je c'est le tombé. dis, un effet de folie. Tout le théâtre. Boum! Et il me fait, je sors de scène, il me fait, mais pourquoi on l'a pas trouvé avant? Mais c'est pas possible. Et là, par exemple, hier soir, j'ai averti le lièvre, je lui ai dit, je vais tenter un petit truc, je vais voir. Si ça marche, ça marche pas, et ça a marché. Ah, et donc vous gardez Voilà, donc après. je suis content. Voilà, Bon. ça y est, je commence un petit peu j'appelle ça des perles de culture. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, vous l'avez entendu, c'est Daniel Russo qui est tous les soirs en ce moment dans Borderline au théâtre de Passy à Paris. Il est accompagné du fondateur de la Tour Imo, David Giamy. Et ben, vous restez là tout de suite, nous on revient. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche, celui qui donne la libre parole aux créateurs français ce soir et aujourd'hui. À mes côtés, pour vous, le comédien et metteur en scène Daniel Russo et le dirigeant fondateur de la Tour Imo, David Giamy. Alors David Giamy, la Tour Imo, c'est depuis 1992 à peu près, c'est ça? 1990. 90, Ouais. J'étais à 2 ans près quand même. C'est ça, 33 ans 33 d'activité. ans. Bravo. Déjà. Bravo. C'est excellent, comme on pourrait dire, quoi. C'est sympa, on parlait tout à l'heure, c'est l'âge du Christ. Ouais. C'est ça. C'était d'accord. hors antenne, ça. Bon, on peut ok, répéter. D'accord, très bien. Bon. Ok. Et de donc bon la augure. Tour Imo est devenue donc en 33 ans, c'est un cabinet parisien incontournable dans le paysage de l'immobilier commercial, d'entreprise, d'investissement. D'où vous êtes parti en fait pour créer parce que c'est pérenne en plus, ça fonctionne. On l'a dit, 33 ans. Donc c'est quoi votre constat de départ en fait pour créer cette entreprise? Alors moi j'ai travaillé au départ sur, j'ai fait une analyse en travaillant sur le particulier, comme beaucoup de personnes, en louant, en vendant des appartements et des maisons. Et j'ai trouvé ça un peu redondant. D'accord, pourquoi? Faire visiter un appartement, il y avait rien de très professionnel en soi. C'est vrai que c'était sympa de pouvoir donner la joie et donner les clés à une personne qui à ce moment-là décide de s'installer dans sa nouvelle résidence principale. Mais je préfère... Ouais, je préfère le B2B où on travaille des professionnels, où on arrive à avoir... D'entreprise à entreprise pour les auditeurs. C'est ça, exactement. Où on arrive à avoir, on va placer un restaurant, il fonctionne bien. Quelques années après, ou ça peut être même dans l'année qui suit, la personne va vous demander de pouvoir trouver un nouveau commerce ou de le revendre et de prendre souvent plus grand. Aussi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et travailler avec des professionnels, pour nous, c'est plus intéressant. Ouais, j'entends. Et plus enrichissant. Alors, vous faites de la transaction, de la gestion, de l'expertise immobilière et du capital market. Alors, jusque-là, moi, transaction, gestion et expertise immobilière, je pense que Daniel, on a compris. Peut-être que vous pouvez nous expliquer le capital market. Ouais. On met en place ce qui s'appelle des fonds dans lesquels on peut demander à différentes personnes de pouvoir placer de l'argent avec nous de manière à pouvoir investir dans des murs commerciaux. D'accord. Donc on achète des murs, on va C'est constituer... valable pour n'importe quelle personne, ça? Oui, bien sûr. D'accord. On demande à chaque personne de pouvoir mettre des tickets entre ça peut être de 10 à 100 000 euros, de manière à pouvoir acquérir des murs de boutique sur Paris. D'accord. La rentabilité, on l'assure de l'autre côté, puisque ça fait 33 ans qu'on fait ce métier. C'est pas Donc après, compliqué. ils font quoi? Ils touchent un fee tous les mois, c'est ça? Comment ça Exactement. se passe? D'accord. L'idée, c'est de pouvoir rembourser le crédit et de remettre en vente ce bien-là au sein d'un portefeuille une fois qu'on en a acheté une première, une deuxième, une 10e, une 50e. C'est de revendre le portefeuille à un groupe du type SCPI ou autre. Ok. Alors justement, parlons crédit. En ce moment, on sait que c'est très compliqué, le marché du crédit de l'immobilier. On n'est pas loin de la crise. On est même peut-être déjà dedans. C'est ça. J'étais persuadé que vous alliez me proposer un rôle aujourd'hui dans la pièce de Daniel Russo. Je savais pas qu'on allait parler immobilier. Non, plus précisément, plus sérieusement. J'étais juste avant avec des banquiers qui me disaient être en semi-retraite depuis
le mois de janvier. Donc, les banquiers ils sont semi-retraite. Disons que du mois de janvier à fin juillet, on a pu assister à une augmentation des taux d'intérêt. De 0 à 4, c'est facile. On va dire de 1 à pratiquement 5 pour des professionnels. Ouais. Donc ça inquiète beaucoup de monde. Et là, on commence à nous dire qu'ils vont commencer à reprêter. Est-ce que c'est pas le bon moment pour investir quand il y a une crise quand même finalement? Alors pas encore. D'accord. La crise n'a pas démarré. Okay, non, je dis pas il ne faut pas. Ouais. Il faut à partir. Nous, on travaille. Il faut attendre la crise, quoi, pour investir. Il faut attendre automatiquement quand les taux d'intérêt augmentent. À un moment donné, il faut que les prix baissent. Aujourd'hui, les prix ne baissent pas encore. D'accord. Tout ce qu'on entend à droite, à gauche, à travers des confrères, qui nous expliquent quelque part que le marché a perdu 3, 4, 5%, c'est pas ça une crise. C'est un réajustement du marché. Une crise, c'est comme on l'a connu dans les années passées, c'est que le marché, à un moment donné, sans faire peur à vos auditeurs, va s'effondrer pour différentes raisons. Nous, on est d'une nature assez... Vous n'avez pas l'air très inquiet, hein? Non, parce qu'on est avant tout, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pas faux, on est très psychologue de l'immobilier. Un petit psychologue de l'immobilier sur scène bientôt, Daniel Russo. Ouais. Ça soigne. C'est un sujet. Ça soigne. Merci, docteur. C'est ça, exactement. D'ailleurs, vous êtes ici pour ça, on vous écoute, David Jamy. Ouais, j'attendais le divan, mais je l'ai pas trouvé. Oh, la table du studio, ça peut le faire aussi. Allez, on vous écoute. Je vous ai coupé. Non, l'idée c'est moi j'ai toujours été d'une nature assez optimiste et vous savez de par les différentes crises qu'on a connues, on a à chaque fois différentes activités qui arrivent au goût du jour et qui sont en fait, pendant les années 2000, on a connu les startups qui sont arrivées après la crise du Golfe de 90. Donc les startups sont arrivées, les prix au mètre carré augmenté rapidement. On a connu l'arrivée des magasins de téléphone, l'euphorie avec des ouvertures de toutes parts de supermarchés. Tout récemment, il y a 4, 5 ans, on a commencé à mettre en place des centres dentaires, des centres ophtalmos, la pratique de placer du Airbnb à Paris sur des bureaux commerciaux. Donc on prend des bureaux commerciaux, on demande une DP sur Paris qui vous donne l'autorisation de pouvoir avoir une activité hôtelière. Ça marche encore énormément. Par contre, la mairie de Paris, le service de l'urbanisme a fait en sorte que ces activités s'arrêtent puisque il faut pas qu'on... Je sens un petit grudge contre la mairie de Paris. Ou la maire, peut-être. Ouais, c'est embarrassant. Ouais. Franchement, tout ce qu'on est en train de mettre en place, je vais pas dire qu'on sera content demain quand ça passera, mais... On a envie que ça s'arrête, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du réaménagement de Paris actuellement fait par la mairie, Daniel Russo? On peut parler de Madame Hidalgo avec la circulation. Oui, non, je viens de prendre un taxi et il en avait après la mairie. Il était fatigué. Il devenait fou, là. J'ai trouvé, vous savez, messieurs, un point commun entre l'immobilier et les spectacles. Et oui, chers auditeurs, je suis capable de faire ça. Le changement constant, les périodes d'évolution, justement, d'adaptation dont vous nous parlez maintenant, David Jamy. Daniel Russo, on a parlé de l'évolution de l'immobilier, justement. Celle du monde du spectacle, elle est également constante, cette évolution, de réadaptation. Alors, pour ce qui est de l'écran, les nouvelles technologies, les nouvelles manières de travailler, etc. Pour le théâtre, c'en est où? Est-ce qu'il y a une évolution, une adaptation constante? Est-ce qu'il faut toujours réinventer aussi? De toute façon, il faut peut-être toujours réinventer, en fait. Mais tout le temps, bien sûr. Non, mais ça bouge pas. Puis on a besoin de ça. C'est nécessaire, c'est ça. Ah oui. Ouais. Parce que sinon, on se réinvente pas sur scène ensuite. Mais bien sûr, on tourne en rond, quoi. Même pour les jeunes. C'est ça le secret un peu, c'est de se réinventer, d'aller chercher ailleurs. Moi, je pense aux jeunes. Moi, je me souviens, je jouais au théâtre du gymnase et puis j'arrive, je dis toujours bonjour à tout le monde parce que j'arrive toujours 2 heures en avance. Et puis il y avait deux jeunes qui devaient avoir 16 ans, 15 et 16 ans. Et j'entends, il y en a un des deux qui dit à l'autre, on a juste assez pour une place. Ah, je suis allé direct à la caisse. J'ai dit, vous me donnez s'il vous plaît 2 places, c'est pour moi. Et je suis allé voir et j'ai dit, voilà, c'est pour vous. Et les gars me disent, justement, on voulait venir vous voir. J'ai dit, voilà. Ouais, mais on a le prix d'une place. J'ai dit, non, tu gardes, tu donneras un petit pourboire à celle qui va vous placer. Et je joue. Et moi, je range toujours mes accessoires après avoir joué. Et là, je vois les 2 gamins arriver. Ils devaient être vraiment, heureux, ils arrivent en coulisses. Et il me fait, c'est Monsieur Russo. C'est la première fois qu'on vient au théâtre. C'est génial. Ah ouais. Ah, j'étais content. Il y avait ces yeux là
qui brillaient comme ça. Ils avaient passé un moment magnifique. Bravo. Ah, j'étais heureux de ça, quoi. Vraiment. Mais ils avaient envie de venir. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Ils avaient envie de venir. Donc ça provoque l'envie et puis c'est un cadeau que vous faites, hein, en fait, aussi. Non, c'est vrai que le théâtre, c'est quand même un peu plus cher que voilà. Le cinéma, mais ou on fait toujours quelques avantages sur les débuts de pièces et tout ça. Les places sont un petit peu moins chères pour que justement les gens en profitent, quoi. Voilà, mais c'est vrai que ça m'a marqué parce que ils avaient envie. C'est l'envie. Mais finalement, c'est toujours une histoire d'envie. Vous nous racontiez le bonheur quand même à vos débuts quand vous donniez les clés d'un appartement à vos clients. On fait quand même les choses pour ça aussi. Oui, bien sûr. Mais même maintenant, sur vos clients professionnels, j'imagine. Quand vous arrivez à faire évoluer une affaire ou que vous évoluez en même temps. Ah ouais. Là où je vous retrouve, vous avez raison. Nous aussi, on adore quelque part repenser des quartiers. C'est-à-dire que quand on parle de crise et qu'en sortie du Covid, on nous dit dans certains secteurs parisiens, qui sont notamment l'avenue Victor Hugo, tiens, d'ailleurs, on a rendez-vous avec le maire du 16e pour rebaptiser l'avenue Victor Hugo, qu'on a entièrement repensé. Comment elle va s'appeler ? La Tour Imo. D'accord. Je plaisante, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu un travail énorme à faire. Vous êtes un pince sans rire, hein, parce que je tiens à dire aux auditeurs qui ne vous voient pas que vous plaisantez, mais sans sourire. Oui, c'est vrai. Allez-y. On a eu à un moment donné un phénomène assez particulier, c'est que sorti du Covid, ou même en plein Covid, on a été contacté par des propriétaires qui nous ont demandé de pouvoir relouer leurs locaux sur l'avenue Victor Hugo. Ça a été un travail assez important avec la plupart de mes équipes et certains de nos confrères. On a dû placer une trentaine d'enseignes en très peu de temps. Donc, ce qui veut dire de l'Étoile à la place Victor Hugo. Ça allait de l'activité d'optique à un cuisiniste, à du prêt-à-porter, à un bijoutier, tout récemment également à certaines marques de luxe qui vont s'installer. Et voilà, c'est ça l'activité, c'est ça le fait de travailler dans une activité comme la nôtre. On parle de crise, mais on arrive à parler aussi entre professionnels, à trouver des solutions de par notre réactivité et des votre solutions. Envie aussi. Et notre envie, bien sûr. Ouais, c'est vachement et important. d'avoir l'envie de continuer, c'est sympa, avec à chaque fois des solutions. Et c'est toujours excellent, hein. Voilà, dans cet excellent, avec l'acteur qui se met en scène, Daniel Russo, et le dirigeant fondateur de la Tour Imo. Merci David Jamy pour la transition. On revient les copains, tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio comme tous les dimanches. Vous êtes en compagnie du comédien que vous connaissez bien, Daniel Russo, et de l'entrepreneur à la tête de la Tour Imo, David Jamy. Alors Daniel Russo, on a parlé de votre nouvelle pièce, hein, aussi votre première, pas du tout première mise en scène. Vous m'avez dit que non. C'est la combienième d'ailleurs? Non, j'avais déjà, oui. C'est la première un peu installée, quoi. C'est vraiment, oui. C'est une vraie envie là. Ouais, vraiment. Donc c'est Borderline, hein, pour les auditeurs, c'est au Théâtre de Passy à Paris actuellement. Et alors on a parlé théâtre, maintenant on va vous écouter au cinéma dans quelques-uns de vos rôles cultes quand même. C'est parti. Une petite orange, régalez-vous, elles viennent de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Salam alaikum. Daniel Russo, c'est ça, puis c'est aussi ça. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure qu'on le cherche partout. Mais elle est là! Où ça? Mais là! Mais on savait plus où t'étais, mais faut pas partir comme ça. Oh les enfants, quel souci! Un accident, vous l'avez compris, nous oblige à fermer provisoirement le chantier. Non, le génie militaire examinera les possibilités de consolidation nécessaires. Alors dès demain... Quoi, demain, on a le travail, nous? Parfait, on en reste. Bravo. Il t'a fait bouffer ta casquette, là, hein? Ok, tu le prends comme ça? On va s'expliquer d'homme à homme. Il n'y a plus de fonctionnaires ou de petits cons maintenant. Dire toi et moi. Non, Antoine, calme-toi. Moi, j'en ai plein de cul de me faire insulter pour 7000 balles par mois. Moi. Daniel Russo sur Sud Radio. Alors, vous avez reconnu ce qu'on a entendu, évidemment. Il y a eu Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, hein, c'était le premier. Ouais. Ça, ça vous êtes bien marré, clairement. Hein. Oui, alors, c'est le film de Philippe de Chauvron, quand même, je dis, hein, avec Christian Clavier notamment, et puis Chantal Lobby. Et puis ensuite, il y a eu 9 mois. Hein, donc ça, c'est le film qui vous a fait un peu connaître du grand public, non? C'est-à-dire que c'est moi, je doublais beaucoup. Oui, vous avez fait... Notamment, j'ai vu que vous avez fait Harvey Keitel dans Usual Suspects et aussi dans Pulp Fiction, quoi.
Oui, C'est vous, la voix j'ai française, doublé hein. une dizaine de, Ouais, dans une c'est dizaine ça. de films avec Keitel. Ouais. Mais et donc il y a eu une grève des studios. Et c'est ma femme qui m'a dit, écoute, tu nous rends fous là, t'es trop nerveux. Alors écoute, quand tu racontes mes accouchements, tu fais rire tout le monde. Prends une feuille de papier et écris. C'est comme ça que c'est venu. Et c'est comme ça. D'accord. Voilà la naissance d'un film. Ok. Et donc je me suis mis sur une feuille, j'ai commencé à écrire. 2-3 semaines après, je vais au resto, je rencontre Braoudé qui est mon cousin. Ouais, d'accord. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Et il me dit, écoute, dis à Aguilar, regarde sur quoi je suis en ce moment. Il était sur les accouchements. Il me dit, on le fait ensemble. Allez, et on est parti à le faire ensemble, à l'écrire ensemble. Et alors on se demande si le hasard c'est existe. incroyable. Est-ce qu'il y a du hasard dans ces cas-là ou c'est juste qu'il y a eu des rendez-vous, Non, comme mais dirait ça, Paul Éluard. il n'y a pas de hasard. Ouais, Là, c'est vraiment on est incroyable. d'accord. On dirait que tout est fait pour que ça se fasse, quoi. C'est ça qui est Et incroyable. gros succès derrière. Oh là là très là très là. drôle. Hein. Ah oui, là. Ouais. Là, c'était bien. Là, on faisait toutes les rues de Paris quand il y avait les séances de cinéma pour voir toutes les queues devant les cinémas. On était comme des fous. Alors, on a entendu aussi un extrait de La vie et rien d'autre. Hein. C'est un autre format. Ça, c'est Bertrand Tavernier. C'est aussi un film très important. Hein. C'était avec Philippe Noiret notamment. Très important dans votre chemin, ce film, hein, quand même. C'est-à-dire, moi, j'ai démarré avec Tavernier, bien sûr, hein, Le juge et En l'assassin. 79, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est vous avez rigolo. vu. Hein, Ouais. Et donc, lui, c'est un réalisateur qui a vraiment compté, quoi. Ah oui. Ouais. Ah oui. Mais vraiment. Et puis Philippe Noiret. Ouais. Philippe Noiret qui devait être un... quand j'arrivais comment sur il le était tournage, Ouais. il me disait il dit on en a pour combien de temps? Il demandait à la technique, il dit on a 3/4 d'heure. Il me fait Daniel, on y va. Et hop, on faisait une balade dans la campagne et on parlait de tout sauf du métier, mais de la famille, des enfants, de la vie. C'était extraordinaire. Cet homme était extraordinaire. C'est une grande perte possible. Ah ouais, vraiment. Et puis, Belle il y a, rencontre, une très belle rencontre. Ouais. Et il y a Anti sur scène, très drôle aussi, hein, de Pascal Légitimus. C'est mon petit frérot, ça, Légitimus. Bien Ouais. sûr, je l'embrasse, je l'adore. Ouais. Ah oui. Et ça, vous êtes bien marré aussi, j'imagine. Il était dans 9 mois aussi. Hein. Ouais. C'est toute la troupe. C'est ça. Alors, on se rend compte quand même que vous avez tout de même... Et le lièvre était dans 9 mois. Le lièvre, tout à fait. Il avait un truc. Tout à fait. Bien sûr. Vous avez quand même tout de même choisi majoritairement des rôles comiques ou c'est juste que les rôles comiques sont venus à vous, Daniel Rousseau? C'est pas ça, c'est que quand 9 mois est sorti, dès qu'il y avait un film dramatique où je me présentais, on me disait non, c'est un comique. Ça, c'est la France un peu, non? C'est cauchemar. Ouais. Et puis après, j'ai fait un film qui était plus ou moins dramatique. Oui. Et après, je recevais que des films dramatiques. J'ai plus le droit à la comédie. On n'a pas le droit de faire les deux, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Alors que le kiff, c'est de passer Et d'un à est-ce l'autre. que vous jouez pareil quand vous faites un film comique et un film tragique? Est-ce que votre approche du travail sur le rôle, c'est le même finalement? Ah bah oui, bien sûr. Ouais, c'est bien pareil, sûr. y a pas de- Absolument. Oui, bien sûr. Donc en fait, ça c'est un message à passer aux réalisateurs qui ont envie de cantonner les Non, non. comédiens dans un genre. Finalement, un comédien, il est capable de tout faire, quoi. On est bien d'accord. Mais évidemment, Voilà, bien c'est sûr, important. bien sûr, bien sûr. Mais c'était Michel Galabru, il me disait, faut tout prendre. Encore un grand monsieur. Ah ouais, génial. C'est un Alors, prince. Ouais. C'est un prince. Ouais. Parce qu'il y avait l'anniversaire, il aimait beaucoup ma petite Charlotte, ma fille, et c'était l'anniversaire, et j'appelle Galabru, et il me dit, oh, je peux pas, je tourne à 4 ou 5 km de Paris, je veux pas 4-5 km, je peux pas. J'ai dit, Michel, on fera un autre repas, et voilà, on le fêtera une autre fois. Et puis donc on fait l'anniversaire, à 23h, on sonne. Et c'était lui. Galabru avec un cadeau. Il venait de faire 400 km en voiture. Quel chou. Et il était 1h du matin, il était Il est à 1h reparti du dans le matin. sens après. Il me dit, il faut que j'y aille parce que je tourne demain. Hein. Oh là là. Et il a refait 400 km en voiture. Dis donc. Un prince. Ouais. Voilà. C'est un vrai ami aussi. hein. L'élégance. Ouais. Là, ça devient rare, hein, ça. Ouais. Ça devient rare. C'est magnifique. De plus en plus aujourd'hui. Ah bah ouais, mais c'est Ou magnifique. de moins en moins plutôt. David Et ouais. j'aime bien en parler parce que les gens savent pas ça. Mm. C'est un homme remarquable, vraiment. Une grande gentillesse, quoi. C'est marrant parce que on parlait de hasard. Oui. Quand j'étais gamin, moi, j'étais élevé à Marseille. Ouais. Et dès qu'il y avait un tournage, j'apprenais ça, j'allais voir le tournage de film. J'avais 12 ans, quoi. Et on me dit, il y a un film, il y a Galabru qui tourne sur le Vieux-Port. Ah. Je C'est me comme ça que vous l'avez précipite. rencontré? Mais oui, je me Incroyable. précipite, j'avais 12 ans, je me précipite sur le Vieux-Port, puis alors il y avait plein de monde, je voyais rien, puis d'un seul coup, il y a un monsieur qui arrive, qui fait « Jeune homme, venez ». Je dis « Moi ?» Il dit « Oui, venez ». Et il me fait passer devant tout le monde, et là, il y a Galabru qui était là, qui fait « Là, il verra mieux, le petit Oh. ». Mais Je lui ai votre rapport au raconté ça. public, ouais. Je lui ai raconté ça quand on s'est retrouvé au juge et l'assassin. Ouais.
Et il J'ai s'en raconté souvenait pas. l'histoire de Marseille. Oui. Il me fait ah c'était toi. Je t'ai reconnu. c'est rigolo. Alors on parle de David Jamy, on parle du comique et de la tragédie, donc c'est deux genres mais finalement qui se relient. Vous avez deux points aussi à aborder finalement dans votre métier à la Tour Imo, c'est maintenir un équilibre entre le pragmatisme nécessaire aux affaires et puis la créativité aussi, parce qu'il y a de la créativité dans votre métier qui amène de l'innovation et tout. Comment est-ce que vous arrivez à faire les deux ? Nos métiers se ressemblent un petit peu. Bah oui. On fait beaucoup de théâtre. Quand j'ai expliqué tout à l'heure notre mission de conseil est très importante vis-à-vis des propriétaires avec lesquels on travaille, qui sont en recherche, comme à l'heure actuelle, de solutions en fonction de commerces qui sont soit à vendre. Est-ce qu'il faut baisser? Est-ce qu'il faut les mettre en location pendant une période ça peut être pendant une période précaire. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et donc pourquoi est-ce que vous pensez que c'est du théâtre? Parce qu'à chaque fois, vous vous donnez un rôle, en fait, c'est ça parce qu'il faut sortir... Vous entrez dans un rôle, peut-être, plutôt. Tout à fait. Ouais. On forme des équipes à... quand je parle de théâtre, à trouver des solutions envers les propriétaires, mais également... si vous répondez comme chaque agent immobilier à un bailleur et il il faut sortir du lot, quoi, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, il faut trouver des solutions qui soient différentes des autres. Il y a un autre point commun qu'on peut trouver entre vos deux univers, finalement, c'est le travail en équipe aussi. Ouais. Parce que vous avez besoin de l'équipe, David Jamy. Voilà, autant que vous, Daniel, évidemment, pour monter une pièce, moi, les techniciens, etc. L'équipe, c'est très, très important. J'adore parce que le théâtre, c'est un échange. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Et le travail d'équipe, ça me plaît énormément. Et là, c'était bien parce qu'il y avait la musique, les costumes, le décor. Il y a un peu tout ça aussi, la David lumière. Jamy. Bien sûr. La seule différence entre nous, c'est que moi, j'ai un texte à apprendre. David Jamy, vous n'avez pas un texte à apprendre sur les immeubles que vous vendez? Attends, il doit connaître l'immeuble, la note, le bidule, le machin, le truc. On n'a pas seulement un texte à apprendre, mais on doit le réciter et faire en sorte de sans cesse l'améliorer. Mais c'est juste, c'est vrai. C'est le propre texte qu'on a dans la tête, tandis que moi, c'est le texte d'un auteur. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais finalement, il y a une recherche de justesse aussi, parce que si on ne fait que réciter un texte quand on est agent immobilier, on ne vend pas, a priori. Qu'est-ce qui fait on parlait d'échange tout à l'heure. L'idée, c'est que nous, on adore, au sein de la Tour Imo, nous, il y a une notion importante, c'est la formation de nos collaborateurs. C'est-à-dire que chaque personne est formée à notre propre image. L'idée, c'est qu'une personne qui rentre dans nos locaux est reçue en théorie et en pratique de la même façon. C'est-à-dire que vous venez nous voir, vous cherchez un commerce, vous cherchez à mettre en place un théâtre, par exemple, on en parlait tout à l'heure. On est capable d'adapter un local commercial. Qui vous envoie, vous êtes au courant. Et on en parlait tout à l'heure. Je disais ça parce qu'on est en train de signer un théâtre. Au moment où je vous parle, se signe un théâtre en plein cœur du Sentier. D'accord. Et donc... il a fallu aller voir la copropriété de manière à les persuader qu'il n'y aura pas de bruit, que ça peut être intéressant au niveau culturel, aussi bien pour Paris que pour l'immeuble. Voilà, mais il y a un gros travail à ce niveau-là de mise en place, y compris avec la ville de Paris. Oui, et ça, c'est pas toujours simple si on a bien compris. Et c'est pas une mince affaire. Eh bien, c'est excellent. Avec le comédien metteur en scène Daniel Russo et le dirigeant fondateur La Tour Imo, David Jamy. Vous restez là, nous on revient dans l'instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. C'est excellent et c'est la dernière partie de votre émission sur Sud Radio. Alors avec vous, deux hommes incarnés, l'acteur Daniel Russo et le fondateur de La Tour Imo, David Jamy. Alors David Jamy, j'ai envie de savoir un peu, on va parler de vous un peu quand même. Oui. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la potion immobilier? D'où ça vous vient? Alors vraiment un pur hasard. Ouais. Ah bah tiens. Voilà. Le hasard n'existe pas, on a dit. C'est fou. Peut-être l'envie d'avoir envie, mais non, c'était vraiment un pur hasard. Je vais rentrer en 3e année de commerce international, et puis j'ai décidé de travailler je cherchais un job pendant un job d'été. Je me suis piqué au jeu pour faire de la location puis de la vente d'appartements. Et très rapidement, j'ai trouvé ça... c'était mon métier. Vous avez trouvé votre passion, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est par hasard, mais pas vraiment. On dit que le hasard fait bien les choses, mais c'était vraiment
Qu'est-ce que vous aviez envie de faire avant de tomber dans l'immobilier, du coup, du commerce en général? Franchement, j'étais assez perdu. D'accord. Il n'y avait pas d'orientation comme aujourd'hui. Moi, je vois la plupart des jeunes sont orientés. On a énormément d'écoles immobilières qui ont été créées, des contrats en alternance. Et ça aide énormément aujourd'hui. On reçoit énormément de jeunes qui commencent à travailler en alternance. Ça leur permet de pouvoir gagner de l'argent en apprenant un métier. Les études. Voilà, exactement. Il n'y avait pas ça auparavant. Ouais. Donc, du coup, il y avait moins de possibilités précises, quoi. Il y avait moins de précision dans les possibilités. Voilà. C'était plus compliqué. Et alors, justement, est-ce que vous auriez un conseil ou une leçon particulière que vous avez appris, vous, à transmettre à ces jeunes qui débutent aujourd'hui? Ouais. David Jamy. Ouais, on parlait tout à l'heure de s'amuser, de jouer au théâtre, vous savez, nous on rencontre différentes cultures, différentes religions dans notre activité. On peut placer un restaurant italien, un restaurant asiatique. Moi j'ai vu, on a été invité par un restaurateur asiatique qui nous a appris à faire des sushis. Un restaurateur italien qui nous a présenté la mamma de manière à pouvoir faire des pizzas. Donc c'est le cœur en fait, le conseil, c'est ça? En fait, le conseil, c'est de s'amuser dans ce qu'on fait. Donc de faire les choses avec le cœur. Voilà, exactement. Aussi. Et vous, Daniel Russo, c'est quoi le moment décisif où vous avez su que c'était acteur? Je le savais pas. Ah ouais? D'accord. Moi, j'étais parti, j'ai fait l'école Boulle. Oui. Donc j'étais un petit peu parti parce que j'adorais le dessin, j'adorais le... Et puis... Donc déjà un artiste quand même. Oui, mais à 14-15 ans, j'avais un groupe de rock'n'roll. Donc aussi, on jouait dans les discothèques. Et donc c'était mon truc, c'était... C'était la scène, quoi. C'est faire du rock'n'roll, quoi. Ouais. Voilà, bon, voilà. Bah oui, c'est là où j'étais au Golfe de Rouault. J'avais un mot de mon père pour rentrer, pour jouer, parce que j'étais mineur. C'est là où j'ai rencontré Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. Génial. J'osais pas leur parler, en plus. Ouais, c'était des sacrés stars. Ah non, mais en bien plus, sûr. Et puis bon, je décore un appartement. Oui, parce que votre papa, il avait une boîte de déco et vous voulez que vous preniez la suite, hein, c'est ça? Et mon père me dit, écoute, la personne qui a acheté l'appartement trouve ton travail formidable. En plus, c'est quelqu'un que t'aimes bien. Je lui dis, ah bon? Et il me dit, oui, c'est un artiste, c'est Robert Lamoureux. Voilà, magnifique. Ah, je lui dis, et il me dit, il t'invite au théâtre. Ma vie a été bouleversée ce soir-là. C'est la révélation ce soir-là? Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est la sensation tout d'un coup? C'est incroyable parce que je m'y attendais pas, ça m'est tombé dessus, quoi. Et de voir cet homme virevolter comme ça, les rires. Il y avait quand même 8 à 900 personnes qui hurlaient de rire. Et je le voyais sur scène. Ça m'a stupéfié. Je me suis dit, mais je connais pas ça, je savais pas. J'avais jamais été au théâtre de ma vie. Et c'est pour ça aussi que vous avez été content de donner ces 2 petites places aux jeunes dont vous nous parlez tout à l'heure. Aussi, bien sûr, parce que ça marque évident. votre histoire. Mais ça m'a complètement submergé. Ça vous a transcendé, quoi. Ah, mais total. Ouais. Alors après, ça m'a travaillé. Et puis, comme j'avais eu un accident, parce que j'avais voulu montrer aux copains comment Tarzan passait d'une liane à l'autre, et j'ai raté la liane, bien sûr. Et je me suis fracassé la mâchoire. Et donc à ce moment-là, c'est vrai, quand je travaillais, j'étais tout seul, je parlais pas parce que j'avais mon problème de diction. Vous avez dû faire des cours de diction, du coup. Et voilà. Ben voilà. Voilà. Et Robert Lamoureux. Pardon, je dis les choses avant vous, mais je les sais déjà. Alors. Oui, mais Robert Lamoureux m'a dit, il faut y aller là. Attends, bien sûr. Et puis j'ai commencé à rencontrer les professeurs et tout. Et puis j'ai travaillé comme un fou, quoi. J'avais le crayon dans la bouche toute la journée. Pour apprendre toute la journée, puis je travaillais, voilà, mais avec le crayon, les mecs ils me prenaient pour un fou. Mais j'ai travaillé comme un malade pour ça. Et le conservatoire, c'est important d'être passé par là aussi, non? Ah la rue Blanche d'abord. Mais le plus dur, c'était mon père. Ah, parce qu'il voulait pas, lui. Je lui avais pas dit que je prenais des cours de théâtre. Ah oui. Voilà, j'avais pas dit que je prenais des cours de diction, des cours de théâtre. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut franchir le pas. Faut que je passe la rue Blanche et le conservatoire. Et j'ai dit, voilà, papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il dit, viens, on va déjeuner. Je lui ai dit, mais il me dit, mais tu vas pas abandonner ton métier. T'as un métier. J'ai dit, ouais, mais je le regretterai toute ma vie si je le fais pas. Il faut que je le fasse. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, vous êtes combien à passer la rue Blanche, conservatoire? J'ai dit, je sais pas, on est à peu près 3000. Ils en prennent combien? Je lui dis 15. Il me dit, vas-y. Ouais. Ah il a dû être... ça a dû bien le... Mais non, c'est parce que je réussis la rue Blanche, mais pas le conservatoire. Ouais, d'accord.
je réussis pas le conservatoire. Alors j'ai dit, mais j'ai la rue Blanche. Il me fait, oui, mais c'est pas le conservatoire. Il est jusqu'au bout, quoi. Il était, c'était un truc de fou, quoi. Et en même temps, ça vous a motivé. C'était une motivation d'avoir un père qui refusait. Ah oui, non, mais je voulais. Et après, je voulais vraiment. Quand j'ai réussi le conservatoire. Alors là, il a plus rien dit. Non, mais là, c'était bon, ça y est. Et puis alors, le mieux, c'était l'amoureux. C'est que j'avais plus appelé l'amoureux. Je travaillais comme un fou. Je voulais absolument l'appeler en parlant normalement. Voilà, c'était mon truc. Je voulais parler normalement. Et j'appelle l'amoureux. Et je lui dis, et ça décroche. Je lui dis, monsieur l'amoureux, c'est Daniel Russo. Vous savez. J'ai décoré votre appartement. Il me fait, oui, mais bien sûr. J'ai dit, voilà, je voulais vous dire quand même une grosse nouvelle. Il me fait, mais tu parles. Bah, j'ai dit oui, j'ai pris des cours et tout, et puis là je viens de réussir l'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, et là il y a un grand silence, et il me fait, le vrai? J'ai dit oui, le vrai. Il me fait, viens, tu peux venir à la maison maintenant, et il m'a fait venir chez lui, et il m'a ouvert la porte, il m'a dit, tu veux que je te dise, c'est comme si c'était moi. Oh, c'est beau. Magnifique. Ah, il n'en revenait pas. Alors justement, David Jamy, on parle de Monsieur l'amoureux qui est quand même le mentor, le premier mentor, c'est votre premier mentor de Daniel Russo. Vous, c'est qui votre mentor? Qui c'est qui vous a accompagné, qui vous a montré le chemin dans votre métier, s'il existe? Alors, beaucoup de propriétaires privés. C'est-à-dire certaines personnes qui étaient propriétaires d'immeubles sur des faubourgs et des avenues qui m'ont pris... J'ai l'impression d'entendre qu'on a vécu dans un monde parallèle avec Daniel Russo. C'est-à-dire que j'ai eu le même parcours où moi j'ai dû cacher les premières années à mes parents le fait d'avoir commencé un métier en arrêtant les études. Et par hasard, moi, quelques mois après, ça doit être 1 mois et demi ou à peine 2 mois après avoir démarré dans l'immobilier, je suis arrivé avec un cadeau que j'amenais à ma mère en lui disant, maman, il faut que tu m'écoutes, voilà, ça c'est ton cadeau, maintenant il faut que tu m'écoutes. Et c'était assez... Elle m'a écouté et je lui ai dit, écoute, moi j'ai trouvé ma voie, je vais arrêter les études de manière à pouvoir, cette 3e année de commerce international, ça ne me mènera nulle part. Voilà, je m'amuse dans ce que je fais et j'ai continué dans ce domaine qui est aujourd'hui mon métier. Alors, pour revenir sur ce qu'on disait au niveau mentor, j'ai eu la chance de rencontrer des investisseurs, des marchands de biens, pas mal de monde qui m'ont aidé et qui m'ont pris sur leur aile. Dessus, pas en dessous, hein, chez vous. Ouais, ça dépend comment on considère. L'idée, c'est qu'on me confiait les biens de certains commerces en me disant, tiens, prends la clé, va voir la boutique, fais en sorte de me dire combien ça vaut. Donc tu vas avoir une mission d'expert, tu vas avoir une mission de recherche du locataire, et en même temps, moi je suivais des cours du soir de manière à pouvoir signer un bail, donc remplir un bail commercial. C'est comme ça que ça a démarré. Vous en jetez dans l'eau du bain, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est comme ça qu'on apprend, bien sûr. Il faut y aller, quoi. Ouais. Il faut pas avoir peur de se prendre quelques portes. Non, mais c'est un vrai plaisir. De se prendre des portes? Ouais, c'est bien aussi, bien sûr. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on apprend. Donc finalement, le conseil, ça serait aux jeunes de leur dire, vous allez vous prendre des portes, mais considérez pas ça comme une expérience négative, mais plutôt comme du positif, quoi. Non, c'est comme ça qu'on avance. C'est suivre les conseils professionnels, c'est d'avoir autour de soi on parlait de mentors ou d'exemples à suivre. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent aujourd'hui des choses qu'on fait. La Tour Immo est connue comme précurseur dans cette activité qui est l'immobilier commercial aujourd'hui. Mais vous savez, c'est important également de se remettre en question. Je sais pas, on a subi plusieurs crises et notamment la pandémie du Covid tout récemment. C'était compliqué, on savait pas où on allait, quoi. On a su se retrousser les manches et repartir au travail. Et c'est vrai que à part certaines personnes... C'est la détermination dont vous parlez, en fait. Important. Alors, il nous reste 1 minute, chers amis, pour répondre à la dernière question de cette émission. Je vais commencer avec vous, Daniel Russo. Qu'est-ce que vous diriez, que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez avant? T'as eu raison. Parce que je me suis obstiné. Oui. Je voulais y aller. Il fallait que je fasse ça. Et pourtant, j'ai quand même pas mal de problèmes. Mais
Ah, je voulais tellement y arriver que Donc tu vas avoir j'ai travaillé raison, comme un ça. fou. C'est le Faut y travail. aller. Ouais. C'est le travail. Ouais. C'est vraiment que le travail. Ouais. Vraiment. L'envie et le travail. David Jamy, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, à ce petit garçon que vous étiez aujourd'hui? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut savoir que Paris est une des plus belles capitales du monde, on peut le dire. dans laquelle on a quand même la mode, la bonne bouffe. C'est vrai pour la France aussi. Hein. Ouais, et pas mal d'activités créatrices. Ouais. Voilà. Donc, conseil? Bon courage à ceux qui veulent investir dans l'immobilier commercial, c'est l'avenir. Vous appelez David Jamy de la Tour Imo, hein, si vous avez une petite affaire commerciale immobilière à faire. Alors là, pour l'instant, vous êtes sur Paris, vous allez vous développer au national quand même. Bientôt, Bon. on espère. Et puis vous allez faire une petite tournée aussi bientôt, Daniel Russo? Ah, bah, j'espère bien. On espère bien. Bon, Bien ça sûr. c'est un appel aux producteurs éventuels que ça peut intéresser. Bien sûr, bien sûr. Bon. Oh là là. Alors merci à tous les deux, Daniel Russo, David Jamy, d'être venus partager avec nous cet excellent moment sur Sud Radio. Alors chers auditeurs, vous pouvez découvrir la toute dernière pièce de Flavia Coste, Borderline. Jusqu'au 31 décembre. Voilà, jusqu'au déjà. 31 décembre. Et c'est Déjà. donc du mercredi au samedi à 19h et les dimanches à 15h. Et c'est au Théâtre de Passy à Paris avec vous-même, Daniel Russo et Philippe Lelièvre. Voilà. Et puis tous les bons plans IMO commerciaux de David Jamy, le fondateur de la Tour Imo, c'est sur votre site internet, c'est ça? latourimo.com? Exactement. Ben voilà, on Boutique, est bon. bureau, immeuble, hôtel. Et ben voilà, etc. ça sera dit. Merci à tous, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci à Thibaut qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis toutes les équipes de Sud Radio, votre radio préférée évidemment. Vous pouvez podcaster, réécouter cette émission et les autres sur sudradio.fr, notre chaîne YouTube, sans oublier Twitter et tout le tintouin. Bisous les copains, c'était excellent.